très importante qu'occupe l'improvisation dans la panoplie technique de tout orateur. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? D'accord, je vais vous convaincre alors. Imaginez-vous en face de votre dulcinée. Celle qui hante vos pensées. La femme sans qui vous n'êtes pas. Vous lui sortez le laïus que vous avez préparé pendant les 3 derniers mois. Vivre sans toi, c'est comme prendre un café noir sans sucre. Quand je te vois, mon corps fait une mine. Non, on est au Madiba Leadership of Institute quand même. C'est sûr que vous avez des arguments plus élaborés que ça. Je suis sûr que mon ami André a déjà vécu ce genre de situation. Alors imaginez qu'après avoir sorti votre laïus, votre charmante demoiselle vous dit: d'accord, mais pourquoi devrais-je t'accepter toi alors que j'en ai remballé pas mal? C'est une expression qu'elles aiment utiliser. Alors là, vous n'avez pas préparé la question, comment répondre? Mettons cette histoire de côté. Imaginons maintenant que vous soyez devant la voiture de vos rêves avec papa, maman à côté. Et tout est en ordre pour pouvoir effectuer l'achat. Et là, votre papa qui vous demande: j'hésite un peu. Pourquoi devrais-je te l'acheter? Alors nous sommes d'accord, le fait d'improviser est vital. D'accord. Alors, maintenant que nous nous sommes mis d'accord, nous allons passer à l'étape suivante. Pour vous, qu'est-ce qu'une improvisation? Qu'est-ce qu'improviser? Mon très cher ami. C'est avoir le courage de dire quelque chose alors qu'on n'était pas attendu. Exactement. Quelqu'un d'autre? S'adapter à une situation. Exactement. Dans vos deux réponses, nous sentons le caractère inattendu et non préparé de la prise de parole. Mais ce qui est déjà très bien, c'est une des caractéristiques fondamentales de l'improvisation. Mais il y a une deuxième que certains orateurs occultent souvent, c'est que l'improvisation, c'est également un discours. De la même manière que vous préparez un discours, vous prenez le temps pour l'écrire, pour le répéter avant de le restituer. Une improvisation, c'est également un discours et doit respecter la forme de tout discours, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une introduction, un développement et une conclusion. Et lorsque vous parlez, cela doit se sentir à travers vos propos. Nous allons maintenant passer à la phase suivante. Comment réussir une improvisation? Lorsqu'on vous tend un micro, ou lorsque dans un colloque international, à un mariage ou à un baptême, vous n'étiez pas du tout préparé, on vous donne le micro, on vous dit: Madame Ba, Khadija, que pensez-vous de telle ou telle situation? Comment réussir votre improvisation? Nous allons le voir. Comment la réussir? Nous devons la préparer déjà. Avant de prendre la parole, il faut une certaine préparation. Ça peut paraître paradoxal, mais vous allez me comprendre. Ensuite, au moment de l'improvisation, il y a un certain nombre d'éléments que vous devez mettre en jeu. Enfin, après l'improvisation également, vous préparez l'improvisation suivante. Vous allez me comprendre. Comment préparer l'improvisation avant la prise de parole? Il faut définir certains points visuellement dans sa tête pour ensuite pouvoir les développer spontanément. Exactement. Vous allez plus vite que la musique. Ça se voit que vous aimez improviser, que vous êtes très fort dedans. Ça vient plutôt au moment de la prise de parole. Vous anticipez un peu ce qui est déjà très bien. Ça montre que vous connaissez le sujet. Alors, comment préparer l'improvisation? Vous êtes des leaders, vous êtes des
prétendant à des postes de responsabilité, à des postes de leadership, que ce soit dans les gouvernements ou bien dans le privé. Alors, en tant que leader, vous devez être au-dessus de la mêlée en ce qui concerne des connaissances scientifiques. Le CEO, les CEO, les plus grands CEO du monde, les plus grands PDG, lisent en moyenne 50 à 60 livres par an, ce qui fait une moyenne de 1 livre par semaine. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on tend le micro à Aliko Dangote ou qu'on tend le micro à Barack Obama, ces gens ne perdent pas le temps pour nous éblouir parce qu'ils l'ont préparé à travers leur lecture, à travers les recherches qu'ils ont eu à effectuer avant de prendre la parole. Il y a une préparation plus immédiate. Lorsque vous êtes à une conférence comme celle-ci, lorsque vous êtes à un colloque international et que des orateurs se succèdent, tendez l'oreille, écoutez attentivement tout ce qui se dit tout au long de la séance. Écoutez comme si, à la fin de chaque intervention, on vous tendra le micro pour réagir. Soyez attentifs. De cette manière, vous ne serez pas surpris lorsque la question vous sera posée. Ça, c'était la préparation avant de prendre la parole. Maintenant, vous êtes là, c'est quel nom? François Kouili. François Kouili. Monsieur François Kouili a une conférence internationale. On lui tend le micro. Monsieur François Kouili, que pensez-vous du leadership dans la zone africaine? Calmez-vous, vous n'êtes pas obligé de répondre. À ce moment-là, je conseille à monsieur François Kouili de prendre quelques secondes de respiration, qu'il inspire profondément, parce que lorsque nous prenons la parole avec les poumons vides, nous avons une certaine anxiété que nous dégageons. Et nous avons le souffle court, ce qui fait que, au premier ou deuxième mot que nous allons sortir, nous allons sentir ce malaise-là qui va perturber tout le long de notre prise de parole. Alors prenez quelques secondes, respirez, inspirez profondément. Faites ce qu'on appelle une respiration ventrale. Il faut qu'après l'inspiration, vous ayez l'impression d'avoir littéralement rempli votre ventre d'air. Vous faites, vous voyez, là mon ventre a gonflé. C'est ça une inspiration ventrale. Et là, si vous n'êtes pas prêt pour pouvoir répondre du tac au tac, faites ce que nos politiciens savent très bien faire. Excusez-moi monsieur, je n'ai pas bien compris votre question. Vous pouvez répéter. Ou alors vous dites tout simplement, pour être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde. Vous me demandiez bien ce que je pensais du leadership. Vous voyez, j'ai très bien compris la question, mais je gagne du temps parce que sur le coup, je n'ai pas d'argument pour pouvoir me défendre. Alors là, lorsque vous faites répéter la question, que vous-même, de façon stratégique, répétez la question, vous prenez encore 2 à 3 secondes pour pouvoir rapidement mettre vos idées en place. Vous faites ce qu'on appelle un brainstorming. Vous faites appel à toutes vos lectures, vous faites appel à toutes les recherches que vous avez effectuées sur le sujet et vous faites même appel à votre expérience personnelle. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je suis allé à Bamako pour le concours d'improvisation au niveau de notre division, c'est-à-dire Sénégal-Mali, lorsqu'on m'a posé la question à savoir ce que je pensais de la forte présence militaire et économique française ici en Afrique, j'ai bien sûr utilisé cette astuce-là, de prendre quelques secondes pour réfléchir. Je n'ai pas fait répéter la question parce que j'avais déjà quelques idées en tête. Et je me suis servi d'une discussion anodine que j'ai eue avec une des dames qui était dans la salle. Elle était venue dans notre club, elle est du Mali, elle était venue dans notre club et elle nous a dit avec conviction que si elle avait connu Toastmasters plus tôt, c'est-à-dire que si elle avait réussi à peaufiner, à améliorer sa prise de parole en public, il y a de cela quelques années, elle aurait pu briguer la présidence de la République. Et elle le pensait. Alors j'ai structuré ma pensée et à la fin, j'ai voulu finir avec un argument qui parlait à tout le monde. C'est une dame que tout le monde connaissait et le fait de l'introduire dans mon discours allait me donner une certaine légitimité. Les gens allaient se reconnaître dans ce que je disais. Donc je n'étais pas pour la présence économique et militaire des Français en Afrique. Je l'ai dit,
Et j'ai fini en disant ce que cette dame-là m'a dit, que si elle avait connu Toastmasters plus tôt, elle serait présidente de la République. Et je leur ai dit, en tant que Toastmasters, nous sommes les futurs présidents de nos différents pays. Alors c'est à nous de faire en sorte que cette présence ne soit plus aussi imposante. Comme me l'a dit ma très chère Madame Rokiatou Oudiaye. Donc vous voyez, j'ai utilisé un argument d'une discussion anodine, triviale, que j'ai eue avec une personne. Ce qui vous voudrait dire que vous n'êtes pas obligé de parler des lectures que vous avez faites, des recherches scientifiques que vous avez faites. Vous pouvez parler même de vos discussions que vous avez entre amis, entre camarades de classe. Ensuite, maintenant, vous pouvez prendre la parole. Et lorsque vous prenez la parole, il y a une chose essentielle qu'il faut faire. Maîtriser votre débit. Vous parlez calmement. Oui, monsieur. Vous m'avez demandé ce que je pense de la forte présence militaire en Afrique. Je pense que cela est un danger pour nos économies. Pourquoi? Parce que nous constatons que la plupart des entreprises françaises qui sont là travaillent pour le compte, bien entendu, et c'est tout à fait normal, du gouvernement français. Tous les bénéfices qu'ils font sont expatriés dans leur pays. Et nos économies en restent exemptes. Je pense que nous devons tous travailler ensemble afin d'amenuiser cette mainmise de la France sur nos économies. Vous voyez, je parle doucement parce que ça me permet, au fur et à mesure, de pouvoir réfléchir et de pouvoir structurer ma pensée. Alors, maîtrisez votre débit, ne vous précipitez pas. Le fait de parler lentement a deux avantages. Premièrement, cela vous permet d'apparaître beaucoup plus serein. Quand vous parlez doucement, les gens vont se dire qu'il a confiance en lui, il sait de quoi il parle. La deuxième chose, cela vous permet de réfléchir rapidement en même temps et de pouvoir structurer le reste de vos pensées. Maintenant, vous avez pris la parole. Il faut, après votre prise de parole, il faut préparer déjà la prochaine intervention. Comment? Nous allons le voir. Je vais partager avec vous trois méthodes. Trois méthodes pour vous permettre de réussir vos improvisations. Premièrement, lorsqu'on vous pose une question à laquelle vous n'êtes pas préparé, vous pouvez utiliser la méthode passé, présent, futur. La méthode passé, présent, futur. Je prends un exemple. Que pensez-vous de l'usage abusif des téléphones portables de nos jours? Vous pouvez dire la méthode alors passé, présent, futur. Vous pouvez commencer en expliquant que, en remerciant déjà celui qui vous donne la parole. Merci beaucoup, monsieur, pour cette question très pertinente. En effet, le téléphone portable devient un problème de plus en plus épineux dans nos sociétés. À la base, le téléphone a été créé pour permettre aux personnes de communiquer, les personnes éloignées, pour pouvoir rester en contact et échanger des informations. Mais de nos jours, avec le perfectionnement de cet outil, nous constatons que ses effets, ou disons, sa base première, ses finalités premières sont en train d'être travesties. Aujourd'hui, les jeunes passent du temps sur les réseaux sociaux, les jeunes passent du temps sur des sites souvent pas indiqués à leur âge. Et les parents ne peuvent pas contrôler et maîtriser cette utilisation-là. Je pense que dans le futur, ce problème, s'il n'est réglé maintenant, pourra aboutir à des conséquences désastreuses et j'ai bien peur irréversibles. Vous voyez, vous avez pris la question, vous l'avez décortiquée, vous en avez parlé dans le passé, vous dites ce qu'est la situation actuelle du problème qui vous a été soumis et vous faites une projection dans l'avenir de ce que sera ce problème dans quelques années. La deuxième méthode, c'est la méthode classique, avantage-inconvénient. Que pensez-vous de la crise de la Covid-19? Merci beaucoup, monsieur, pour cette question très actuelle. La Covid-19 a bouleversé le monde entier. Des économies sont tombées. Des pays se sont confinés. Des parents ont souffert de la baisse de leurs ressources dues aux multiples confinements que certains pays ont connus. De façon globale, je puis dire, sans risque de me tromper, que les conséquences, sur le plan économique surtout, ont été désastreuses.
Néanmoins, dans toute chose, il faut essayer d'analyser objectivement et d'en retenir les leçons. Et je pense qu'un des avantages de cette pandémie, c'est de nous ramener à prendre conscience du fait que l'homme agresse son environnement. C'est de nous amener à prendre conscience qu'il y a certains changements fondamentaux et radicaux que nous devons mettre en place. Sinon, je crains fort que notre environnement, ou je dirais notre univers, connaisse des crises beaucoup plus graves. Vous voyez, vous avez donné les inconvénients et vous avez tiré des leçons qui paraissent comme des avantages. La dernière méthode que j'affectionne particulièrement, je ne vous demande pas de l'utiliser. Vous savez, quand on vous donne une arme à feu, c'est à utiliser seulement en cas de légitime défense. Vous n'êtes pas obligé de sortir dans la rue et de tirer sur tout le monde pour un oui ou pour un non. Alors cette arme, gardez-la dans votre poche, bien au fond, et ne la sortez qu'en situation de légitime défense. C'est ce que j'appelle le twist. C'est-à-dire, on vous pose une question, comme le font si bien nos très chers politiciens, vous ne répondez pas à la question, mais votre réponse paraît intelligente, elle paraît sensée. Je prends un exemple. Vous êtes candidat à la présidentielle. On vous tend le micro et 16 millions de téléspectateurs, je vais y arriver, vous regardent. Et on vous demande, le commentateur vous demande, mais Madame Ba, que pensez-vous de la stagflation que connaissent certains pays africains? Pensez-vous que c'est du fait de l'implosion de la blockchain ou plutôt du fait d'une détérioration des termes de l'échange? J'aurais exactement la même réaction si une telle question m'était posée. Mais j'aurais des armes pour y répondre. Je répondrai tout simplement de la manière suivante. Monsieur le journaliste, je vous remercie tout d'abord pour cette question combien importante. Vous savez, l'économie dans chaque pays est au centre, au début et à la fin de toute chose. Mais je pense sincèrement que dans nos pays sous-développés, cela n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, nous avons des régions dans ce pays dans lesquelles les populations ne mangent pas à leur faim. Aujourd'hui, dans ce pays, nous connaissons des mots anachroniques tels que le paludisme. L'autosuffisance alimentaire est encore d'actualité dans ce pays, alors que sur d'autres cieux, cela est anachronique. Monsieur le journaliste, je pense, et si vous avez bien lu mon programme, j'en fais mon cheval de bataille, je pense que la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le paludisme, la lutte contre la gabegie financière, tels sont les mots auxquels nous devons trouver des solutions avant de penser à des sphères macroéconomiques. Les gens vont dire, waouh, il est fort, alors que vous n'avez pas répondu à la question qu'on vous a posée à la base. Donc je dis et je répète, à n'utiliser qu'en cas de légitime défense. Donc voici les trois techniques que je voulais partager avec vous. J'avais omis un point, du moins je l'avais réservé pour la fin, c'était la préparation de la prochaine improvisation. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Je disais que l'improvisation se préparait avant, pendant et après. Donc la préparation, autant pour moi, de la prochaine improvisation se fait à la fin, naturellement, de l'improvisation que vous faites séance tenante. Dans le cas de cette question-là, où vous ne maîtrisez pas les différents concepts, un homme avisé et intelligent que vous êtes, si vous rentrez chez vous, vous allez faire des recherches sur la stagflation, vous allez faire des recherches sur la blockchain et les termes de l'échange. Donc vous voyez, ce sont des questions que vous ne maîtrisez pas, mais après, il faudrait faire des recherches parce qu'un journaliste plus malin va vous reposer la question et vous dire, mais monsieur, je suis sûr que vous n'aviez pas la réponse à la question et vous avez tourné autour. Donc l'homme intelligent